Michel Platini, milieu de terrain vedette de Saint-Étienne, était sur le point de découvrir une histoire qui changerait sa vie à jamais. Tout cela parce qu'il avait remarqué ce que les autres ignoraient. Derrière la gloire de sa carrière footballistique et sa renommée grandissante à travers la France, une simple observation allait le reconnecter avec ce qui compte vraiment dans la vie. Michel gara sa voiture de sport élégante dans le parking privé du centre d'entraînement de Saint-Étienne. Le soleil matinal avait à peine dépassé l'horizon, projetant de longues ombres sur les terrains impeccablement entretenus. Malgré son statut de footballeur parmi les plus célèbres de France, il préférait arriver tôt, avant que les journalistes et les fans ne se rassemblent devant les grilles. Il chérissait ces moments de calme pour se préparer mentalement aux exigences de la journée. En sortant de son véhicule, Michel ajusta sa veste de créateur et saisit son sac d'entraînement. Bien que son enfance modeste dans la ville industrielle, de Jeuf soit loin derrière lui, il portait ses valeurs comme un bouclier invisible contre les excès de la célébrité qui l'entourait constamment. « Bonjour, Henri !» lança chaleureusement Michel au gardien âgé qui surveillait l'entrée. Alors que de nombreux joueurs reconnaissaient à peine le personnel de soutien, Michel s'efforçait de se souvenir des noms et de s'enquérir des familles. « Bonjour, Monsieur Platini. Encore un lever matinal à ce que je vois, » répondit Henri avec un plaisir sincère. Presque aussitôt que Madame Madeleine, Michel s'arrêta. « Madeleine est déjà là? Il n'est même pas 6 heures. » Henri fit un signe de tête vers le bâtiment principal. « Tous les jours, monsieur. Toujours la première arrivée, la dernière partie. Cette femme travaille plus dur que quiconque j'ai jamais vu. » Michel le remercia et continua à l'intérieur, sa curiosité éveillée. En traversant le couloir silencieux vers les vestiaires, il remarqua une petite silhouette en uniforme gris qui nettoyait méthodiquement la vitrine des trophées. Ses mouvements étaient efficaces, mais trahissaient une fatigue profonde. Bien qu'il l'ait vue de nombreuses fois auparavant, il réalisa qu'il ne savait presque rien d'elle. « Bonjour, madame !» la salua doucement Michel, ne voulant pas la surprendre. Madeleine se retourna rapidement, les yeux s'écarquillant légèrement en le reconnaissant. « Monsieur Platini, bonjour, je ne vous ai pas entendu entrer. » Elle se redressa immédiatement, époussetant une poussière invisible de son uniforme. « Je vous en prie. Ne laissez pas mon arrivée interrompre votre travail, dit-il. Vous êtes ici très tôt. Les trophées sont plus beaux quand on les nettoie sans que personne ne regarde, répondit-elle avec un petit sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux fatigués. Alors que Michel continuait vers son vestiaire, quelque chose attira son attention. Par la porte entr'ouverte de la salle de pause du personnel, il aperçut Madeleine, qui enveloppait soigneusement des viennoiseries restantes de la réunion d'équipe d'hier dans une petite serviette en tissu avant de les glisser dans son sac. Tout au long de sa séance d'entraînement matinale, Michel se surprit à repenser à ce moment. La façon soigneuse dont elle avait emballé ses pâtisseries, les ombres sous ses yeux, son arrivée extraordinairement matinale, ces détails le tracassaient. Il se souvenait de sa mère qui emballait le déjeuner de son père de manière similaire avant de longues journées à l'aciérie de Lorraine. Il y avait quelque chose dans la fatigue digne de Madeleine qui ravivait les souvenirs des difficultés de sa propre famille. À la fin de l'entraînement, Michel avait pris une décision. Demain, il en apprendrait davantage sur cette femme qui nettoyait pendant que les autres dormaient. Le soleil couchant baignait le salon spacieux de la villa de Michel d'une lumière dorée. Assis dans un fauteuil en cuir italien qui avait coûté plus cher que la voiture de son père autrefois, il contemplait les titres des journaux étalés sur la table basse en marbre. Platini, le génie des Verts. Le maestro mène Saint-Étienne à la victoire. Le nouveau roi du football français. Michel détourna le regard avec un léger malaise. Les flashs des photographes lors de la conférence de presse de l'après-midi résonnaient encore dans sa tête. Les questions incessantes, les demandes d'autographes, les regards admiratifs, tout cela créait un tourbillon qui l'éloignait progressivement du jeune homme simple de Lorraine. « Tu as tout ce dont tu as toujours rêvé », lui répétait souvent son agent. « Profites-en !»
Mais ce soir, seul dans cette maison trop grande pour un homme qui avait grandi dans un appartement de 3 pièces, Michel se sentait étrangement vide. Son regard parcourut les objets luxueux qui l'entouraient, tableaux d'artistes reconnus, meubles design, trophées étincelants. Rien de tout cela ne ressemblait à la chaleur modeste du foyer de son enfance. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant les lumières de Saint-Étienne qui scintillaient dans la nuit. Ses pensées dérivèrent vers Jeuf, cette petite ville ouvrière où son père rentrait chaque soir les mains calleuses après des journées interminables à l'aciérie. Il revoyait sa mère qui économisait chaque centime, qui raccommodait les vêtements plutôt que d'en acheter de nouveaux. « À quoi sert tout ça ?» murmura-t-il en touchant du doigt le verre cristallin de la fenêtre. Le lendemain, à l'entraînement, les journalistes s'agglutinaient derrière les barrières. Ses coéquipiers plaisantaient dans les vestiaires, parlant de nouvelles voitures et de soirées mondaines. « Hé, Michel, tu viens au gala de charité samedi ?» lança Robert, le défenseur central. « Il paraît que des mannequins de Paris seront présentes. » Michel sourit poliment, acquiesça sans enthousiasme. Son regard fut attiré par une silhouette familière qui traversait discrètement le couloir. Madeleine, tête baissée, portait un sac de linge usagé vers la buanderie. Personne d'autre ne semblait la remarquer. Michel l'observa s'éloigner, frappé par le contraste. Pendant que tous le regardaient, lui, il était peut-être le seul à la voir, elle. En rentrant chez lui ce soir-là, il ne mit pas la radio qui diffusait habituellement les commentaires sportifs. Le silence de sa grande maison vide lui sembla, soudain, insupportable. La question qui l'avait taraudé depuis la veille revint avec plus de force. Qui était vraiment cette femme qui travaillait dans l'ombre pendant que lui vivait dans la lumière? Le 3e jour consécutif d'arrivée matinale au centre d'entraînement n'était plus une coïncidence. Michel se l'avouait maintenant. Il cherchait délibérément à observer Madeleine. Ce matin-là, l'entraîneur avait organisé un petit déjeuner pour l'équipe après la séance d'étirement. Des plateaux entiers de viennoiseries, fruits et boissons étaient disposés dans la salle commune. En quittant la salle, Michel s'attarda dans le couloir, prétextant vérifier des messages sur son téléphone. Du coin de l'œil, il aperçut Madeleine qui attendait que tous les joueurs soient partis. Avec des gestes méticuleux mais rapides, elle glissa plusieurs croissants et fruits dans un sac en plastique, regardant nerveusement autour d'elle. Ses mains tremblèrent légèrement. « C'est pour ses enfants, peut-être », pensa Michel, sentant son cœur se serrer en reconnaissant ce geste de nécessité qu'il avait déjà vu dans son enfance. Plus tard dans la journée, alors qu'il quittait le vestiaire, Michel entendit une conversation entre l'entraîneur et le directeur du centre. « Madeleine a encore demandé une avance sur son salaire, » disait le directeur. « C'est la 3e ce trimestre. »« Cette pauvre femme, » soupira l'entraîneur. « Toujours le premier sourire qu'on voit le matin malgré tout ce qu'elle traverse. » Michel s'éloigna, ces mots résonnant dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle traversait exactement? Cette question le tourmentait alors qu'il se dirigeait vers sa voiture ce soir-là. Il remarqua Madeleine qui sortait par l'entrée du personnel, son sac à main usé serré contre elle, les épaules voûtées de fatigue. Une impulsion soudaine le traversa, celle de la suivre pour comprendre sa vie en dehors de ses murs. Immédiatement, il se sentit honteux. La suivre? N'était-ce pas une invasion inacceptable de sa vie privée? Il n'était pas un voyeur, ni un stalker. Je devrais simplement lui parler, lui offrir de l'aide directement, pensa-t-il. Mais quelque chose lui disait qu'elle refuserait par fierté. Michel resta assis dans sa voiture, observant Madeleine s'éloigner vers l'arrêt de bus. Le soleil commençait à descendre, projetant des ombres longues sur le parking. Il pensa à sa propre mère, à sa dignité silencieuse face aux difficultés, à son refus d'accepter la charité même dans les moments les plus durs. Une pensée le frappa. Connaître vraiment la situation de Madeleine lui permettrait peut-être d'aider d'une façon qui préserverait sa dignité.
Sa décision prise, Michel démarra doucement sa voiture et la maintint à distance alors que Madeleine montait dans un bus bondé. « Juste pour aujourd'hui », se promit-il, « juste pour comprendre. » Le bus s'éloignait du centre-ville de Saint-Étienne, s'engageant dans des quartiers de moins en moins familiers à Michel. Il maintenait sa voiture à distance, son malaise grandissant à chaque arrêt que Madeleine ne prenait pas pour descendre. Le trajet se prolongeait, bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. 30 minutes passèrent. Les immeubles élégants laissèrent place à des zones industrielles, puis à des banlieues aux façades défraîchies. À travers le pare-brise de sa Mercedes, Michel observait le paysage urbain se dégrader progressivement. Il ajusta le volume de la radio pour atténuer le sentiment de culpabilité qui l'envahissait. « Qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-il, serrant le volant. « C'est complètement fou. » Après presque une heure, Madeleine descendit enfin du bus, dans un quartier éloigné que Michel ne connaissait pas. Elle se tenait droite, malgré sa fatigue évidente, son sac serré contre elle. Michel se gara discrètement et la suivit à pied, gardant une distance respectueuse. À sa grande surprise, Madeleine ne se dirigea pas vers un immeuble proche, mais continua à marcher. Elle s'engagea sur un chemin de terre qui s'éloignait des derniers lampadaires fonctionnels. Michel hésita, puis la suivit, réalisant soudain qu'elle n'était même pas encore arrivée chez elle. Le crépuscule tombait rapidement, rendant le chemin chaotique difficile à distinguer. Michel trébucha plusieurs fois, se rattrapant de justesse. Comment faisait-elle ce parcours chaque jour, dans l'obscurité, après des heures de travail physique? La question le torturait alors qu'il continuait à avancer, à moitié caché derrière les buissons et les arbres clairsemés. 15 minutes supplémentaires de marche les amenèrent dans un hameau isolé, un groupement de maisons modestes, certaines à peine plus que des cabanes. L'électricité semblait être un luxe intermittent, plusieurs habitations n'étant éclairées qu'à la bougie, visibles à travers des fenêtres mal isolées. Madeleine s'arrêta devant l'une des plus petites maisons, dont le toit semblait avoir été réparé avec des matériaux de récupération. Elle sortit une clé de son sac et ouvrit la porte, disparaissant à l'intérieur. Michel resta immobile dans l'obscurité croissante, frappé par la réalité brutale de ce qu'il venait de découvrir. Cette femme, qui nettoyait les vestiaires, où des millionnaires laissaient tomber négligemment leurs affaires, parcourait chaque jour près de 2 heures de trajet dans chaque sens, pour regagner ce lieu isolé. Il s'approcha lentement, prudemment, jusqu'à apercevoir par la fenêtre éclairée d'une faible lumière ce qui allait changer sa perception de la vie à jamais. À l'abri d'un arbre rabougri, Michel s'approcha de la fenêtre à peine plus grande qu'un hublot. La vitre, fêlée dans un coin et rafistolée avec du ruban adhésif, filtrait une lumière vacillante de bougies et d'une unique ampoule à faible wattage. L'intérieur révéla une pièce qui servait à la fois de cuisine, de salle à manger et de salon. Les murs décrépits portaient des traces d'humidité, mais quelques dessins d'enfants colorés tentaient vaillamment d'apporter de la gaieté à cet espace austère. Un poêle à bois ancien ronronnait dans un coin, unique source de chaleur visible. 3 enfants se précipitèrent vers Madeleine dès son entrée. L'aîné, un garçon d'une douzaine d'années, prit immédiatement son sac pour l'aider. Les 2 plus jeunes, des filles aux cheveux tressés, s'accrochaient à sa jupe, leur visage illuminé malgré la fatigue évidente dans leurs yeux. « Maman, tu as réussi à rapporter quelque chose ?» demanda l'aîné, sa voix trahissant un mélange d'espoir et de responsabilité précoce. Ce fut alors que Michel remarqua une 4e personne dans la pièce. Dans un fauteuil roulant rudimentaire, un homme immobile observait la scène. Son corps semblait rigide, figé, mais ses yeux suivaient Madeleine avec une intensité bouleversante. « Oui, Thomas, il y avait un petit déjeuner pour les joueurs aujourd'hui. » Madeleine sortit les croissants et fruits soigneusement emballés. « Et regarde ce que j'ai pour papa. » Elle s'approcha de l'homme et, avec une tendresse infinie, essuya son front avant de lui présenter un morceau de pain qu'elle avait trempé dans un peu de café.
Ces gestes révélaient une routine longuement pratiquée, empreinte d'un amour qui transcendait l'épuisement. « Les médecins disent que sa déglutition s'améliore, Antoine, » dit-elle doucement. L'homme, Antoine, émit un son inintelligible, mais hocha imperceptiblement la tête. Michel comprit alors que, malgré sa paralysie, son esprit restait intact, prisonnier d'un corps brisé. Les enfants partagèrent les croissants, chacun cassant méticuleusement son morceau en parts égales. Personne ne se plaignait de la portion minuscule. Michel sentit ses jambes fléchir. Il s'appuya contre le tronc de l'arbre, la respiration soudain difficile. L'image de son réfrigérateur rempli, des plats à peine entamés qu'il jetait régulièrement, le frappa avec une violence inouïe. Dans sa poche, son portefeuille contenait plus d'argent que Madeleine ne gagnait peut-être en un mois. Et pourtant, dans cette maison dépourvue de presque tout, il voyait une richesse qui lui avait échappé dans sa villa luxueuse, celle d'une famille unie par l'amour et la dignité face à l'adversité. Une larme coula sur sa joue, puis une autre. Michel Platini, l'idole adulée de millions de fans, pleurait silencieusement dans la nuit. Michel ne se souvenait même pas du trajet de retour. Sa villa apparut devant lui comme une apparition obscène de luxe inutile. Il erra dans les pièces spacieuses, touchant distraitement les objets coûteux qui l'entouraient, leur présence soudain inconvenante. Dans la cuisine au marbre étincelant, il ouvrit machinalement le réfrigérateur rempli de mets fins qu'il n'avait pas le temps de consommer. Des bouteilles de champagne s'alignaient dans un compartiment spécial. Il referma la porte avec une violence inattendue. Papa aurait travaillé 2 mois pour payer ce réfrigérateur, murmura-t-il. L'image d'Antoine dans son fauteuil roulant se superposait à celle de son propre père rentrant de l'aciérie, les mains calleuses, le visage noirci par la poussière métallique, mais toujours un sourire fatigué pour son fils. Il revoyait leur modeste appartement à Jeuf, les murs fins, laissant passer les conversations des voisins. Michel s'assit lourdement sur le canapé en cuir italien, fermant les yeux. Une cascade de souvenirs l'assaillit. Sa mère comptant les pièces pour acheter son premier ballon de football, les repas étirés sur plusieurs jours, la fierté dans les yeux de son père quand il avait marqué son premier but, malgré les semelles trouées de ses chaussures achetées d'occasion. « On n'est pas riche, Michel, mais on a notre dignité », répétait souvent son père. La dignité. C'était exactement ce qu'il avait vu dans les gestes de Madeleine, dans la façon dont elle nourrissait son mari handicapé, dans le partage méticuleux des enfants. Michel se leva brusquement et se dirigea vers une commode du salon. Il en tira un album photo qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Sur une image jaunie, son père posait fièrement devant l'usine, entouré de collègues, au visage marqué par le travail dur mais honnête. Un accident aurait suffi. Un seul accident comme celui d'Antoine, et sa famille aurait basculé dans la même précarité que celle de Madeleine. « J'ai oublié », chuchota Michel en caressant la photographie. « J'ai oublié d'où je viens. » Il essuya une larme qui coulait sur sa joue. Pour la première fois depuis longtemps, il voyait clairement le privilège que le football lui avait accordé, et la responsabilité qui l'accompagnait. Cette nuit-là, Michel ne dormit pas. Allongé dans son lit king-size, il élaborait déjà un plan. Il aiderait cette famille, mais pas avec une aumône qui blesserait leur fierté. Il trouverait un moyen de préserver leur dignité, comme ses parents lui avaient appris à préserver la sienne. Michel arriva au centre d'entraînement inhabituellement tôt, ce matin-là. Il avait répété mentalement cette conversation des dizaines de fois pendant sa nuit blanche, pesant chaque mot pour ne pas blesser la fierté de Madeleine. Il la trouva dans le couloir principal, polissant méticuleusement les vitrines des trophées. Ses mouvements trahissaient une fatigue que Michel percevait maintenant avec une acuité douloureuse. « Bonjour, Madame Madeleine », dit-il doucement pour ne pas la surprendre. Elle se retourna, son visage exprimant cette surprise polie des personnes habituées à passer inaperçues. « Monsieur Platini, bonjour. Vous êtes bien matinal aujourd'hui. » Sa voix était respectueuse, mais révélait une certaine méfiance. Michel s'éclaircit la gorge.
Je me demandais si je pourrais vous parler un instant en privé. Une ombre d'inquiétude traversa le regard de Madeleine. Bien sûr, répondit-elle en posant son chiffon, suivant Michel, vers un coin tranquille près de la salle de physiothérapie. J'ai un problème chez moi, commença Michel, choisissant soigneusement ses mots. Ma femme de ménage actuelle déménage la semaine prochaine et je me retrouve sans personne pour s'occuper de ma maison. Il observa attentivement la réaction de Madeleine, qui restait impassible mais attentive. « Je cherche quelqu'un de confiance, poursuivit-il, quelqu'un qui comprend la discrétion et le travail bien fait. J'ai pensé à vous immédiatement. » Madeleine cligna des yeux, surprise. « Moi? Mais j'ai déjà un emploi ici, monsieur. Je ne proposerai que 3 après-midi par semaine, après votre service, ici. Le salaire serait... » Il mentionna une somme qui représentait presque le double de ce qu'elle gagnait au centre pour une journée complète. Et bien sûr, je m'occuperai du transport. Michel vit la lutte intérieure se refléter sur le visage de Madeleine. L'offre était trop généreuse pour être refusée, mais trop soudaine pour ne pas éveiller la suspicion. C'est très gentil. Mais pourquoi moi, spécifiquement? Demanda-t-elle finalement. Michel sourit avec une sincérité qui le surprit lui-même. Parce que vous prenez soin des trophées comme s'ils étaient les vôtres. J'ai remarqué votre travail, Madame Madeleine, la façon dont vous respectez les objets des autres. Une rougeur légère colora les joues de Madeleine. Je pourrais peut-être essayer, concéda-t-elle, si vous êtes sûr que cela n'interfère pas avec mes obligations ici. J'en ai déjà parlé à la direction, mentit Michel. Ils sont d'accord. Alors qu'elle acquiesçait finalement, Michel ressentit un mélange étrange de soulagement et d'appréhension. La porte s'était entr'ouverte, mais le plus difficile restait à venir, gagner sa confiance sans révéler qu'il connaissait déjà la vérité sur sa vie. Les premières semaines de Madeleine dans la villa de Michel furent marquées par un silence respectueux. Elle travaillait avec une efficacité discrète, refusant poliment de s'asseoir lorsqu'il l'invitait à partager un thé. Michel, de son côté, inventait des raisons de rester à la maison pendant ses heures de travail, prétextant des dossiers à étudier ou des contrats à réviser. Un jour, alors que Madeleine époussetait les étagères du salon, elle s'arrêta, devant une photographie encadrée. « C'est votre père ?» demanda-t-elle spontanément, avant de rougir devant sa propre audace. Michel sourit, s'approchant. « Oui, devant l'aciérie de Jeuf. Il y a travaillé 32 ans. » Les yeux de Madeleine s'éclairèrent d'une reconnaissance inattendue. « Mon Antoine aussi était ouvrier, à la mine de Laricamari. C'était la première information personnelle qu'elle partageait. » Michel saisit l'occasion avec précaution. « Il est à la retraite maintenant ?» Une ombre passa sur le visage de Madeleine. « Non, un accident. Il y a 3 ans, une explosion. Les médecins disaient qu'il ne survivrait pas, mais... » Sa voix se raffermit avec une fierté évidente. « Il est toujours là, avec nous. » Les semaines suivantes apportèrent d'autres conversations, chacune dévoilant un peu plus de l'histoire. De cette famille, Michel apprit que Thomas, l'aîné, avait un talent extraordinaire pour les mathématiques, mais avait dû abandonner ses études pour aider à la maison après l'accident. Les filles, Julie et Marie, partageaient un seul manuel scolaire, faute de moyens. Antoine était footballeur amateur avant l'accident, confia Madeleine un après-midi, en préparant un café que désormais elle acceptait de partager avec Michel. Il vous admirait beaucoup. Michel sentit sa gorge se nouer. « J'aimerais le rencontrer un jour, dit-il simplement. Le regard de Madeleine se troubla. « Notre maison est très modeste, monsieur Platini. »« Michel, corrigea-t-il doucement. Et j'ai grandi dans un appartement de 3 pièces où l'eau chaude était un luxe dominical. » Pour la première fois, Madeleine rit vraiment. Un son cristallin qui transforma son visage fatigué. « Dimanche prochain peut-être, » proposa-t-elle finalement. « Antoine serait tellement heureux de vous rencontrer, si cela ne vous dérange pas vraiment notre situation. » Michel acquiesça, cachant son émotion derrière sa tasse de café. Le pont était enfin construit. Maintenant, il pouvait vraiment,
Commencer à aider cette famille, non plus de loin, mais avec leur pleine participation. Michel avait délibérément garé sa voiture à distance de la petite maison, préférant parcourir les derniers mètres à pied. Entre ses mains, un panier simple contenant quelques provisions, un gâteau fait par sa boulangerie préférée, des fruits frais et soigneusement dissimulés au fond, des cahiers et stylos neufs pour les enfants. Lorsqu'il frappa à la porte, ce fut Thomas qui ouvrit, les yeux écarquillés devant la présence réelle de l'homme qu'il n'avait vu qu'à la télévision. « Bonjour », dit simplement Michel avec un sourire chaleureux. L'intérieur avait été préparé pour sa visite. Michel reconnut les efforts désespérés pour masquer la pauvreté, un drap neuf couvrant le canapé usé, quelques fleurs sauvages dans un verre en guise de vase. Cette dignité dans le dénuement lui serra le cœur. « Monsieur Platini, bienvenue chez nous », dit Madeleine, visiblement tendue. Elle portait sa seule robe du dimanche, soigneusement repassée. Dans son fauteuil roulant, Antoine attendait. Son corps était immobile, mais son regard brillait d'une intensité qui saisit Michel immédiatement. Un regard qui n'avait rien perdu de sa vivacité, malgré le corps brisé. « C'est un honneur », articula Antoine avec difficulté, chaque syllabe représentant un effort considérable. Michel s'approcha et lui serra la main. « L'honneur est pour moi », répondit-il sincèrement. Le repas fut simple, mais préparé avec un soin évident. La conversation d'abord hésitante se détendit progressivement. Les filles, après avoir chuchoté entre elles, osèrent demander à Michel de raconter son plus beau but. « Papa aussi marquait de beaux buts », lança soudain Julie. « N'est-ce pas maman ?» Madeleine sourit avec une tendresse teintée de mélancolie. Antoine était le meilleur buteur de son équipe amateur, l'AS La Ricamari. Il aurait pu tenter sa chance en professionnel, mais la mine payait mieux, compléta Thomas, pour s'occuper de la famille. Michel regarda Antoine différemment. Il reconnut dans ses yeux cette passion jamais éteinte pour le ballon rond, ce rêve sacrifié par nécessité économique. « Montrez-lui la photo, maman », insista Marie. Sur l'image jaunie que Madeleine sortit d'un tiroir, un jeune Antoine soulevait un petit trophée, arborant le même sourire que Thomas. « Tournoi inter-entreprise. En 1908, expliqua Madeleine. 3 buts en finale. Tu devais avoir un bon pied gauche, remarqua Michel, observant la posture sur la photo. Antoine cligna des yeux 2 fois, son code pour oui, et pour la première fois, un véritable sourire illumina son visage. En quittant la maison ce soir-là, Michel savait exactement ce qu'il devait faire. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de confort matériel. C'était une question de rêve interrompu et de dignité à restaurer. Le problème n'est pas l'argent, docteur Moreau. C'est la dignité du patient. Michel était assis dans le bureau luxueux du meilleur spécialiste en neurologie de la région. C'était sa 3e consultation en 1 semaine, après avoir rencontré des experts en rééducation motrice et en thérapies expérimentales. « Je comprends, monsieur. Platini », répondit le médecin en feuilletant le dossier que Michel avait discrètement obtenu. « Mais sans rencontrer monsieur Antoine, je ne peux établir un protocole précis. » Michel se frotta les tempes. Chaque spécialiste lui opposait le même argument, parfaitement raisonnable, mais incompatible avec son plan. Et si nous présentions cela comme une étude clinique, une sélection aléatoire de patients pour une nouvelle thérapie? Le médecin sourit avec une compréhension professionnelle. Vous voulez préserver sa fierté. Exactement. Cet homme a travaillé toute sa vie pour sa famille. Recevoir la charité, même médicale, serait dévastateur. 3 jours plus tard, Michel se tenait devant le centre de rééducation Sainte-Marie, récemment construit en périphérie de Saint-Étienne. Le directeur lui faisait visiter les installations ultramodernes. Notre programme pilote pourrait accueillir 10 patients, expliquait-il. Financé par votre fondation anonyme, bien entendu. Michel hocha la tête en observant les équipements. De pointe. Et vous pourrez organiser le transport discret depuis leur domicile. Sans aucun problème. Notre équipe est habituée à la confidentialité. Le soir même, Michel fit une dernière visite au professeur Laurent, spécialiste en neurochirurgie.
J'ai étudié son dossier en détail, annonça le médecin. Avec les nouvelles techniques de stimulation neuronale, nous pourrions obtenir des améliorations significatives de sa mobilité partielle. Des améliorations concrètes? La voix de Michel trahissait son espoir contenu. Je ne promets pas de miracle, mais oui, il pourrait retrouver l'usage limité des mains, peut-être même une certaine forme de communication verbale améliorée. En quittant le cabinet médical, Michel sentit une émotion puissante l'envahir. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la situation d'Antoine, il n'agissait plus par culpabilité ou compassion, mais porté par un espoir tangible. La semaine suivante, Madeleine reçut un appel mystérieux l'informant que son mari avait été sélectionné pour un programme expérimental entièrement pris en charge. Michel, présent au centre d'entraînement ce jour-là, fit semblant de découvrir la nouvelle avec elle. « C'est incroyable !» murmura Madeleine, des larmes brillant dans ses yeux. « Comment est-ce possible ?»« Parfois, » répondit simplement Michel, « la vie offre des secondes chances quand on s'y attend le moins. Je voudrais vous montrer quelque chose aujourd'hui, » annonça Michel un dimanche après avoir rendu visite à la famille. 3 mois s'étaient écoulés depuis le début des traitements d'Antoine, qui montraient déjà des signes encourageants d'amélioration. Madeleine jeta un regard inquiet vers son mari, dont le fauteuil roulant avait été adapté pour plus de confort grâce au programme médical expérimental. « C'est juste à 15 minutes d'ici, » ajouta Michel. « J'ai ma voiture, nous pouvons tous y aller ensemble. » Le trajet se fit dans un mélange d'excitation enfantine. Les filles n'avaient jamais été dans une telle voiture et d'appréhension adulte. Michel conduisit jusqu'à un quartier modeste, mais bien entretenu, s'arrêtant devant une maison de plain-pied avec un petit jardin. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Thomas, remarquant immédiatement la rampe d'accès pour fauteuil roulant. Michel se tourna vers la famille. « C'est pour vous. » Un silence stupéfait s'abattit sur la voiture. Ce fut Antoine qui réagit le premier, des larmes silencieuses coulant sur son visage. À l'intérieur, la maison était simple mais fonctionnelle. Une salle de bain adaptée pour Antoine, 3 chambres, une cuisine lumineuse. Rien d'extravagant, mais tout était conçu pour faciliter leur vie quotidienne. « Nous ne pouvons pas accepter », murmura Madeleine, figée dans l'entrée tandis que les enfants exploraient avec des exclamations émerveillées. « C'est beaucoup trop. » Michel s'approcha d'Antoine, dont les yeux exprimaient un conflit similaire entre fierté et besoin urgent. « Laissez-moi vous expliquer, » dit Michel doucement. « Quand j'étais petit à Jeuf, mon père me disait toujours que la vraie richesse n'était pas dans ce qu'on possédait, mais dans ce qu'on donnait. Il s'agenouilla pour être au niveau d'Antoine. Ces derniers mois, votre famille m'a rappelé d'où je venais, qui j'étais vraiment. Vous m'avez redonné quelque chose que la célébrité m'avait presque fait perdre, mes racines, mes valeurs. » Michel se releva et regarda Madeleine. « Ce n'est pas une charité, c'est un échange équitable. Vous m'avez rendu ce qui n'a pas de prix, mon identité. » Antoine leva sa main avec effort, un geste qui aurait été impossible quelques semaines auparavant. Michel la saisit dans la sienne. « Les papiers sont déjà à votre nom, » continua-t-il. « Tout ce que je demande, c'est de pouvoir continuer à partager vos dimanches de temps en temps. » Madeleine, submergée par l'émotion, hocha finalement la tête en silence. Dans la pièce voisine, on entendait les rires des enfants découvrant leur nouvelle chambre. « Merci », articula Antoine avec une clarté nouvelle. Pour tout. 5 années passèrent, ponctuées de moments qui valaient plus que tous les trophées dorés. Un dimanche par mois, Michel venait partager le repas familial dans la maison qu'il avait offerte, mais que Madeleine avait transformée en véritable foyer. Le temps avait apporté ses miracles discrets. Antoine pouvait désormais tenir une tasse, tourner les pages d'un livre. Et surtout, ce qui semblait impossible auparavant, articuler des phrases courtes mais complètes. La thérapie expérimentale avait dépassé les attentes les plus optimistes. « Regarde, Michel !» s'exclama Julie un jour d'été, brandissant une lettre d'admission à l'université. À 16 ans, elle suivait les traces de son frère Thomas, déjà étudiant en ingénierie, grâce à une bourse que Michel avait anonymement créée. Dans le petit jardin, Antoine observait Michel et Marie qui improvisaient un match de football.
Sa main tremblante se leva pour applaudir lorsque sa fille marqua un but contre la légende du football français. « Elle a ton pied gauche », commenta Michel en s'asseyant près d'Antoine. « Un vrai talent. »« De toi, elle apprend », répondit Antoine avec effort, mais fierté. Plus tard, ce même soir, Madeleine servit un gâteau pour célébrer l'admission de Julie. Elle ne travaillait plus comme femme de ménage, ayant ouvert avec succès une petite pâtisserie dans le quartier. « Tu te souviens, » demanda Michel à Madeleine, « du jour où je t'ai vu emballer des croissants dans une serviette ?» Elle sourit, sans honte désormais. C'était une autre vie. Lors d'une interview après un match décisif où Michel avait marqué un but extraordinaire, un journaliste lui demanda quel avait été le meilleur moment de sa carrière, « Le jour où j'ai décidé de suivre un bus », répondit-il, laissant le journaliste perplexe. Des années plus tard, alors que Michel raccrochait officiellement les crampons, une cérémonie privée fut organisée dans son jardin. Parmi les invités se trouvaient ses coéquipiers, quelques amis proches et une famille qui n'apparaissait dans aucun album officiel, mais occupait une place centrale dans sa vie. Antoine, se tenant désormais debout avec une canne, leva son verre avec une main encore incertaine. « À Michel », dit-il distinctement, qui a marqué le plus important but de sa vie sans ballon. Cette nuit-là, Michel contempla ses nombreux trophées alignés dans la vitrine de son salon. Brillant, impressionnant, mais froid. Puis il regarda la photographie prise plus tôt, lui entouré par Antoine, Madeleine et leurs enfants devenus jeunes adultes, et comprit enfin la véritable mesure d'une vie réussie. Ce n'était pas dans les acclamations des foules qu'il avait trouvé son plus grand accomplissement, mais dans le regard d'une famille qui l'avait accepté non pas comme une célébrité, mais simplement comme Michel, l'homme qui avait redécouvert ses valeurs en suivant un bus,